Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la formation. Alors, on a l'habitude dans ce podcast de parler plutôt de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je t'ai invité, Davy, pour qu'on parle un peu plus en détail sur le sujet de la formation, parce qu'on l'aborde pas assez, on en parle assez souvent dans nos problématiques de reconversion, parce que c'est un passage pas forcément obligé, mais qui est assez fréquent quand même dans les parcours de reconversion. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aborder avec justement pour que ça soit très complet dans la reconversion. Et je pense aussi, il y a eu pas mal d'évolutions chez Sensei que tu représentes, du coup, Davy. Dans cette optique-là de formation, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en parler aujourd'hui. Euh, et surtout avec la mise en place, il me semble, d'une formation qui arrivait assez récemment sur une partie un peu plus commerciale, mais tu vas nous en parler. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste en 2 mots vraiment très rapides te représenter, s'il te plaît? Ouais, pas de souci, merci Damien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Davy, donc je suis gérant et directeur production donc, de Sensei. Donc mon rôle à l'heure actuelle, il est d'orchestrer vraiment toute la production de ce qu'on vend et d'arriver vraiment à trouver les produits qui correspondent le plus aux besoins des clients et faire en sorte aussi que ces produits soient les plus qualitatifs. Voilà, c'est un petit peu mon rôle aujourd'hui au sein de Sensei. Eh ben, effectivement, tu es la bonne personne pour ce podcast, pour ce sujet en tout cas. Et du coup, je me disais que ça serait peut-être intéressant que tu nous dises, justement, comme je disais en introduction, que Sensei se réoriente vers la formation. En gros, qu'est-ce qui fait que, il me semble que Sensei au début a commencé par la formation et ensuite s'est orienté vers le bilan de compétences. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu finalement le cheminement qui a été Ouais. de Sensei, qui mène aujourd'hui un retour dans la formation? Pourquoi? Ce qui nous amènera un petit peu plus à parler après sur qu'est-ce qui fait qu'on se forme dans des parcours de reconversion. Ouais, excellent. En fait, c'est une très bonne question. Je pense que l'histoire de Sensei illustre totalement, finalement, ce cheminement entre la formation, le bilan de compétences, puis la formation. Donc, pour le petit historique, Sensei, à la base, c'est un centre de formation. On a commencé par la formation. Pourquoi on souhaitait former les personnes? On souhaitait tout simplement les aider à acquérir des compétences clés qui sont demandées aujourd'hui pour évoluer ou en tout cas augmenter leur employabilité. C'était vraiment ça le but, hein, et les valeurs de Sensei qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Sauf qu'on s'est rendu compte d'une chose. Alors on avait identifié, on avait regardé un petit peu les formations les plus demandées. Alors l'anglais, la bureautique, le marketing digital. On avait choisi ces trois axes, hein, plus de trois autres sujets. Et en fait, on se rendait compte que plus on avait des personnes en visio, au téléphone, plus en fait, elle-même, elle ne voyait pas trop dans quoi se lancer. Et ok, bon, elle nous fait confiance, cette compétence, oui, ça peut faire un petit plus sur le CV, mais bon, au fond, quel est le métier dont j'ai envie? C'est ça la question qui revenait en fait. Et du coup, là, on s'est dit, bon, ok, on leur apporte une aide pratique, on les aide à être un petit peu plus vendables sur le marché de l'emploi, mais c'est pas ça leur point de souffrance aux personnes. Les personnes, ce qu'elles veulent, c'est trouver un métier dans lequel elles s'épanouissent. C'est ce qui nous a amené en fait à nous diriger petit à petit à évoluer un petit peu sur le bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences, dans le schéma classique, il arrive avant le choix d'une formation. C'est la première chose à faire. Et encore une fois, c'est pas pour vendre le bilan de compétences, mais j'encourage toutes les personnes peut-être qui nous écoutent et qui se posent des questions, qui hésitent peut-être à partir sur une formation. Justement, si elles hésitent, en fait, il n'y a pas d'hésitation. Il faut faire un bilan de compétences. Pourquoi? Parce que ça va vraiment nous aider à faire une introspection profonde sur qui on est, quelles sont nos motivations dans la vie, quelles sont nos vocations, quelle est notre personnalité, quelles sont nos compétences qu'on a déjà, parmi ces compétences lesquelles nous font vibrer, lesquelles on les a mais en fait on n'y prend pas de plaisir, et finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bagage-là, et éventuellement ce qu'on aimerait faire, quelles compétences nous manquent. Et c'est là qu'intervient la formation. Et souvent, en fait, à l'issue d'un bilan de compétences, alors bien, ça arrive dans 25% des cas que la personne qui fait un bilan, elle apprenne qu'en réalité, non, c'est le métier qu'elle occupe, qu'elle doit conserver, c'est peut-être juste le contexte qu'il faut changer. Mais, D'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais ouais, tu pourras nous dire les proportions un petit peu en fin de bilan, à si peu tu près en as une 25%, idée. 25% des personnes restent dans leur situation actuelle. On a aussi 25% qui restent dans leur entreprise, mais changent de poste. Voilà, il y a une évolution interne. Donc ça, c'est environ 50% des personnes qui n'ont finalement pas un contexte qui change énormément. Ça veut dire soit le même poste, soit la même entreprise, mais on reste à peu près dans cet environnement. Et ensuite, les autres 50%, alors je vulgarise, c'est pas exactement dans ces proportions, mais il y a 25% des personnes
qui, elles, décident de se reconvertir totalement. Et donc elles, effectivement, elles vont reprendre peut-être des études pour se former dans certains sujets, et d'autres qui décident, alors pas de se reconvertir totalement, mais d'évoluer, qui ont besoin de compétences additionnelles qui leur manquent pour vraiment arriver à leurs objectifs. Et là, suite à tous ces bilans, parce que depuis qu'on a pris le virage du bilan, on a fait passer plus de 6000 personnes sur le bilan de compétences, et là, forcément, on a vu des tendances se dessiner. En faisant forcément nos enquêtes post-bilan, on s'est rendu compte que beaucoup, effectivement, ont besoin derrière d'aller chercher des compétences. Et le souhait de Sensei, ça a été effectivement de retourner dans la formation, donc sur une nouvelle activité, mais plutôt pour aider nos bénéficiaires à aller jusqu'au bout de leur projet. Et également, ça nous aide aussi à avoir une idée beaucoup plus précise, plutôt que d'aller à tâtons, comme on l'a fait au début, sur des thématiques qui sont demandées. On va plutôt cette fois-ci vers des thématiques qui correspondent aux personnes et à leurs appétences. Parce qu'effectivement, suite à nos enquêtes, à nos études de marché sur nos 6000 bénéficiaires, est ressorti en grande majorité des vocations, en tout cas des désirs de se former sur les métiers de la vente, du RH, du secrétariat en tout genre, assistanat en tout genre, administratif, comptable, administratif de vente, et le milieu de la formation, de la transmission de compétences. C'est vraiment ces domaines-là qui ressortent. Alors forcément, nous, fort de cette étude de marché, quelque part, sur nos propres clients, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin dans notre service. Effectivement, on va se relancer dans la formation sur ces sujets-là. Oui, donc en fait, vous avez identifié en fait 3 catégories redondantes dans les besoins des personnes que vous suivez chez Sensei pour en fait, les transformer en vraie formation que vous pouvez dispenser à la suite en fait, du bilan de compétences. C'est ça, c'est exactement. super intéressant. Du coup, tu disais que la vente est carrément une des plus représentées avec la partie RH. Alors la vente, moi, c'est quelque chose qui m'étonne, mais on va en reparler ensemble. C'est vrai que autant le RH, quand on parle souvent d'une quête de sens, donc retrouver le sens à l'humain, la formation aussi, de vouloir transmettre. C'est vrai que la vente, c'est un peu plus étonnant. Est-ce que, avant, j'ai plein d'autres questions à te poser là-dessus, mais est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi est-ce que les bénéficiaires se réorientent vers un métier lié à la vente ? Ouais, totalement. Déjà, la vente, tout le monde vend. Tout le monde. Et tout le monde vend, non pas par son métier, mais parce que ça fait partie de nos personnalités à chacun, de vendre ou d'argumenter sur nos convictions, sur nos souhaits, sur nos désirs. Et dans nos relations humaines, on est tout le temps dans un processus de vente. Alors on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler négociation, on peut l'appeler débat, on peut l'appeler argumentation. Mais en réalité, les étapes d'un processus de vente, elles sont utiles à tous. Et ces étapes-là, ces compétences, elles sont importantes aussi pour l'épanouissement personnel. Parce que plus on va... quand on parle de vente, on parle aussi souvent de challenge. C'est se challenger, c'est se motiver, c'est arriver à tester ses compétences, à convaincre les autres. Et du coup, ça a vraiment une dimension qui va au-delà de celle du métier. C'est aussi vraiment une dimension d'épanouissement personnel, d'arriver finalement à faire adopter peut-être nos idées, notre point de vue aux autres, peut-être par la force de notre argumentation. Mais la vente, c'est aussi d'autres qualités, comme l'empathie, comme l'écoute active, et qui sont énormément attendues et sollicitées dans ce milieu-là. Donc en réalité, toutes les compétences qui sont utiles à la vente, c'est des compétences qui vont être utiles à énormément d'autres métiers et plus globalement dans la vie de tous les jours. Ouais, super intéressant. Mais je comprends du coup un peu plus les gens. Donc c'est pas forcément lié directement au métier de vendeur, mais c'est plutôt vraiment tout ce que ça va apporter même dans d'autres métiers. Ces compétences de vendeur. D'ailleurs, il me semble que c'est un petit peu le sens de la formation. C'est exactement ce que j'allais dire. La formation d'ailleurs, elle n'est pas réservée aux commerciaux. Donc on parle de la formation qui est dispensée par Sensei. Effectivement, et j'irai même plus loin, c'est pas simplement notre formation, c'est aussi notre certification. Parce que notre évaluation, l'évaluation de Sensei, elle est reconnue par France Compétences au répertoire spécifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. En 2 mots, tiens, refais-la en 2 mots. Elle est reconnue et elle est tamponnée par l'État français, elle est reconnue. C'est une méthode d'évaluation qui atteste que vous avez bien les compétences, c'est reconnu par l'État. Donc c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur sur un CV, au même titre qu'un diplôme. Lorsqu'un diplôme vient valider un métier, ici, une certification vient valider une compétence. Voilà. Donc, Sensei a une formation et a une certification qu'on obtient à la fin de cette formation, une fois qu'on a passé l'évaluation devant un jury. Voilà. Pour
pour résumer. Et donc, l'objet de cette certification, et donc de la formation qui prépare à cette certification, c'est la vente pour des non-commerciaux. C'est-à-dire que déjà, prérequis numéro 1 pour cette formation, c'est de ne pas être commercial. Donc, ça peut paraître un peu antinomique, mais en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui sont dans d'autres métiers sont amenées à participer à des processus de vente. Donc, on reviendra dans le détail après, si tu veux. Ouais. Mais j'ai 2-3 questions là-dessus. voilà, c'est pour ça, j'essaie de pas trop en dire tout de suite, juste d'ouvrir un peu l'intérêt. Mais effectivement, c'est pour ça que cette formation, on l'a pensée pour tous ceux qui, justement, ne sont pas des commerciaux, mais qui ont besoin de plus en plus d'apporter une petite patte, une petite valeur ajoutée à un processus de vente, à un entretien commercial. Et ces personnes-là ont besoin d'avoir les fondamentaux, les bases de ce qui fait qu'une vente peut aboutir. Avant d'aller à fond dans ce sujet de cette formation que je trouve vraiment hyper intéressant, alors c'est pas pour faire la promo de ce produit, c'est plutôt effectivement tout ce qu'elle vient apporter, cette formation, par rapport à, je trouve ça vraiment complémentaire par rapport à d'autres métiers. C'est pas vraiment une formation directe au métier de commercial, c'est plutôt une compétence hyper pertinente pour plein d'autres métiers. J'aimerais qu'on parle plutôt de la formation professionnelle au global. Avant de rentrer vraiment dans le détail, la formation professionnelle, je trouve que c'est un sujet qui est à part de la formation qu'on a pu tous connaître à l'école. C'est formé pendant des années, souvent avec des parcours tous très différents. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu les grandes différences de la formation professionnelle par rapport à la formation qu'on a tous connue, la formation académique? Je pense que ça pourrait être remonté. Alors, si je devais résumer, la formation académique, comme tu l'appelles, pour moi, c'est de la culture. C'est de la culture et c'est de l'éducation. Pourquoi ? Parce que bien souvent, nos études, 10, 20 ans après, voire des fois même bien moins, c'est loin derrière nous et on fait un métier qui n'a plus rien à voir. Donc ok, ça nous a créé un petit bagage culturel, c'est bien, c'est sympa, ça nous permet de raconter notre histoire, mais c'est ni plus ni moins que de la culture. La formation professionnelle, on la choisit, on la décide. On a besoin de monter en compétence sur telle compétence, donc on est déjà adulte, on est déjà actif, et là on va se former sur des choses qui sont pertinentes pour nous. Alors que bien souvent à l'école, on ne choisit pas vraiment notre parcours. Bien souvent, c'est les parents qui choisissent pour nous, ou alors c'est nous-mêmes, on ne savait pas quoi choisir, on est très peu informés sur les métiers. Allez, on va faire quelques stages, 1, 2, 3, quand on est au collège, et encore. Donc en réalité, on a un manque cruel de visibilité. Les conseillers d'orientation, bon, je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais on a un manque cruel de visibilité sur les possibilités de métier et sur ce dans quoi on peut s'épanouir. Et donc souvent, c'est des choix d'études par défaut, par dépit, qui ne nous correspondent pas forcément. Donc c'est pour ça que je fais la distinction, vraiment la formation académique pour moi, c'est de la culture, un bagage sur lequel on pourra toujours se servir de 2 ou 3 compétences, mais la formation professionnelle pour moi c'est elle qui vraiment est importante. Et d'ailleurs je vais te dire un truc pour clôturer un peu cet axe-là. Moi en entretien d'embauche, quand je regarde un CV, je regarde que très rarement les études initiales, le parcours scolaire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les formations qu'a choisi de suivre le candidat au long de son parcours professionnel. Ça, c'est super intéressant. Parce que là, ça vient définir la personne qu'on a en face de nous, ça vient définir quels sont ses choix, ce qu'elle aime faire, ce qui la fait vibrer. Ça, c'est super intéressant quand on est un recruteur. Ouais, c'est super tips en fait. C'est qu'effectivement, le fait d'avoir, tu as choisi un moment dans ta carrière de justement, pas forcément très orienté, même peut-être de monter en compétences. Donc c'est vrai que c'est une super, effectivement, d'un point de vue du recruteur, c'est un input super sympa. D'un point de vue plus terre à terre, c'est quoi les grandes différences parce que honnêtement, moi, à 30 ans, je suis pas très vieux non plus, mais j'ai pas envie de retourner à l'école, tu vois. Je pense qu'on a un peu des séquelles des années ou des choses que il y en a peut-être qui ont adoré ces périodes-là. Moi, j'ai plutôt pas du tout envie d'y retourner. Donc quand on parle de formation professionnelle, moi c'est sûr je vois une salle de classe quoi. Donc j'ai pas envie d'y aller, ça va durer longtemps. Est-ce que je vais perdre de l'argent, je trouve qu'il y a plein de préjugés autour de la formation pro. Est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce qu'il y a peut-être des nuances d'ailleurs dans ce que je dis. C'est quoi un petit peu concrètement comment ça marche la formation pro? Alors oui, je mettrai des nuances. Tu peux tout à fait trouver un schéma scolaire, c'est pas interdit. Pourquoi ? Parce que la certification professionnelle, ça englobe encore une fois toutes ces certifications et diplômes qui sont reconnus par l'État. Donc quand je dis diplôme, c'est effectivement un bachelor, un master, un BTS. Oui, ça fait partie de la certification professionnelle. Donc on peut choisir de le suivre en cursus scolaire ou on peut choisir de le suivre plus tard. On peut tout à fait redécider a posteriori de reprendre des études.
Et on peut décider de le refaire sur les bancs de l'école, ça existe, il y en a qui le font. Maintenant, dans la majorité des cas, quand quelqu'un décide de reprendre une formation professionnelle, ça va être plutôt par petites touches. Alors je m'explique, et il y a plein de modalités différentes. Si c'est sur un métier, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la vente, donc on peut parler d'un BTS NRC ou par exemple ou d'un autre diplôme sur des fonctions commerciales. Il faut savoir qu'un diplôme, il sera tout le temps composé de plusieurs blocs au niveau du répertoire national de la certification professionnelle, le RNCP. Plusieurs blocs. Et en réalité, on n'est pas obligé de passer tout le diplôme, tout le métier. On peut simplement décider de choisir quelques blocs. Oui, parce que dans l'exemple que tu donnes, en plus, un BTS NRC, il doit avoir de l'anglais ou des choses comme ça, alors que j'ai peut-être un anglais courant. Exactement. Il y a peut-être des choses qui ne t'intéressent pas. Ou peut-être que toi, sur certaines choses, tu as déjà un tronc commun parce que tu avais passé un autre BTS avec une partie économie-gestion que tu vas retrouver dans celui-là. Tu n'as pas envie de la repasser ou autre. C'est un exemple. Mais il y a peut-être qu'un ou deux blocs qui t'intéressent, toi, pour ton évolution professionnelle. Et tu n'as pas envie de repasser tout le diplôme. Donc tu auras une validation de blocs. Et tu auras, alors, en fonction des diplômes, mais en général, la législation te donne 5 ans si tu souhaites passer les autres blocs pour ensuite faire valider ton diplôme en entier. Mais c'est pas forcément pertinent. Si tu n'en as pas besoin, ça sert à rien. J'ai juste besoin d'un complément de... Le bloc, quoi qu'il en soit, est reconnu en tant que bloc. Et dans la même logique, tu as tous les certifications, j'en ai parlé tout à l'heure, qui elles sont dans un autre registre, donc pas le RNCP diplôme, mais le RS, donc compétences, comme celle de Sensei par exemple. Et un RS, c'est un peu assimilé d'ailleurs à un bloc. Ça n'appartient pas à un RNCP, mais c'est une compétence qui est greffée à un ou plusieurs métiers. C'est une compétence en particulier. Et ça aussi, ça fait partie de la certification professionnelle. Et du coup, l'avantage d'un bloc ou d'un RS, c'est qu'on est sur des formations courtes. Un métier, un diplôme, un RNCP en entier, en général, c'est 300, 400 heures minimum. Ouais, c'est costaud, c'est un an, quoi. Alors qu'un RS, on va être entre 20 et 40 heures, 60 heures, 80 heures pour les plus gros blocs RNCP, mais sur un RS, on est en général plutôt entre 20 et 40 heures. Donc effectivement, on est sur des petits formats qui sont beaucoup plus digestes, qu'on peut suivre d'ailleurs de plus en plus en e-learning ou en blended learning, c'est-à-dire un petit peu de cours en ligne, un petit peu de cours en visio, ou ça peut être des temps de présence en salle de classe, pourquoi pas. Il y a plein de modalités aujourd'hui, le monde de la formation a énormément évolué. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste et c'est peut-être beaucoup plus simple d'accès dans la vie de tous les jours, surtout quand on est dans la vie active. Plutôt que de retourner, ça sera... Ce que tu dis, c'est que c'est tout à fait compatible avec une vie professionnelle, donc de le faire en parallèle. Et je pense qu'il y a même des employeurs qui peuvent octroyer du temps pour se monter en compétences. Exactement. Et je vais même aller encore plus loin. Il y a une modalité qui existe, qui est très peu connue, qui s'appelle l'AFEST. Et l'AFEST, en réalité, c'est tu apprends et tu viens valider un bloc d'un métier directement dans une situation de travail. Donc c'est un petit peu complexe, ça va nécessiter de demander à un organisme qui est habilité à faire de la FEST, de mettre en place un consultant qu'on appelle un architecte, qui va venir, en fonction des missions du poste, qui va venir chercher des tâches qui correspondent aux compétences que tu dois apprendre dans ton référentiel, et plutôt que de les apprendre derrière les bancs de l'école ou derrière un cours en e-learning, tu les apprends directement sur le terrain avec un tuteur qui peut être le manager de l'équipe ou un collègue. Et en fait, régulièrement, toutes les semaines, tu vas valider ces compétences une à une. Et en fait, tu apprends en situation de travail. Donc, AFEST pour action de formation en situation de travail. Et ça aussi, c'est une modalité, au même titre que le e-learning est une modalité pédagogique. L'AFEST, c'est une modalité pédagogique qui permet de valider, là encore, un bloc, un diplôme ou une compétence. Et ça aussi, c'est super intéressant. Ça a de plus en plus tendance à évoluer dans les années à venir. On appelle ça aussi VAE inversé, mais je pense que je vais perdre tout le monde si je rentre dans tous ces détails-là. Donc, voilà, sachez que sur la partie vraiment formation professionnelle, il y a énormément de choses qui sont possibles. Ok, alors, là tu vas pouvoir, tu as un instant de promo de Sensei, mais moi qui suis paumé, j'ai suivi un bilan de compétences, je sais ce vers quoi je vais aller. Est-ce que les équipes de Sensei, elles m'aident à construire, parce que c'est hyper complexe ce que tu décris finalement. Je vais pouvoir faire une AFES, déjà le nom est hyper compliqué juste à comprendre, à mettre en place. Je suis sûr que même les entreprises, elles ne doivent pas forcément savoir comment faire. Est-ce que, d'un point de vue Sensei, alors là, fais-toi plaisir, mais concrètement, moi j'ai fait mon bilan, je veux devenir commercial. Alors, comment ça se passe ? Effectivement, déjà, le consultant en bilan de compétences, lui-même, à travers le plan d'action qu'il va livrer à la fin du bilan,
peut déjà préconiser certaines voies d'accès, parce que ça peut faire partie du plan d'action, du projet, de se former pour atteindre tel objectif. Peut-être que dans les voies d'accès à la formation ou les modalités de formation, il y a peut-être déjà des choses qui vont être mises en évidence et réfléchies avec le consultant. C'est déjà des choses dont on peut discuter avec lui. Et ensuite, suite au bilan, Sensei accompagne également sur la poursuite de projet. On a aussi le coaching carrière qui peut être là pour ça. Et on a nos équipes aussi qui sont bien entendu à disposition, nos équipes de consultants en évolution professionnelle. Excuse-moi, juste le coaching carrière, si tu peux juste dire ce que c'est en Alors, deux mots. Le coaching carrière, c'est un produit, un petit produit qui a pour but vraiment d'accompagner une personne sur un projet bien défini et l'accompagner finalement pour le coacher, c'est-à-dire entretenir sa motivation et l'aider peut-être à fixer vraiment des objectifs ou des jalons pour la réalisation de son objectif. C'est vraiment un coaching pour l'aider à atteindre son objectif. En fait, c'est par exemple à la fin d'un bilan de compétences, j'ai mon plan d'action, donc ça c'est le bilan de compétences. C'est un peu challengeant quand même ce que j'ai prévu de faire, et du coup le coaching carrière, c'est que je vais avoir quelqu'un qui va m'accompagner pour réaliser ce plan d'action. C'est ça, nous on a une petite bibliothèque de petits modules e-learning avec des petits tips sur 2-3 sujets qui correspondent à des projets, comme par exemple les techniques de recherche d'emploi. On a un autre petit module, c'est organiser sa démission par exemple, des trucs tout bêtes, mais on a 2-3 petits sujets par rapport à ça, et on a 3 heures avec un consultant qu'on peut utiliser comme on veut. Donc peut-être en plusieurs entretiens d'un quart d'heure, d'une demi-heure, c'est possible, pour se faire accompagner sur son projet. Alors bien sûr que nous, c'est un produit qu'on a plutôt tendance à vendre suite à un bilan, mais rien n'empêche quelqu'un qui serait intéressé par être accompagné sur un projet précis, qui ne veut pas forcément faire un bilan, lui ce qu'il veut c'est retrouver du travail, il peut faire appel à un coach carrière qui peut l'accompagner sur ses techniques de recherche à l'emploi et l'aider dans la mesure de ce forfait d'accompagnement à optimiser vraiment ses méthodes pour trouver plus facilement du boulot. Ok, donc si je récapitule ce que tu me dis, je suis quand même un petit peu pris par la main parce que dans ce monde de fou là, où on ne comprend pas tout, mais ça me permettrait donc d'avoir accès, si besoin en est, à des formations professionnelles qui existent pour tout un tas de métiers. Je pense qu'il y en a pour quasiment tous les cas. Je pense qu'elles soient plus ou moins courtes ou longues, que je vais choisir en fonction de sûrement mes problématiques personnelles. Si je peux faire une année sabbatique, peut-être que je peux aller sur quelque chose de plus conséquent. Si j'ai envie de faire en parallèle de mon travail, je peux aussi. Je suis accompagné pour le faire, si dans le cas où j'ai fait un bilan de compétences. Donc il y a des bonnes perspectives en tout cas pour aller vers un nouveau métier. Aujourd'hui, il y a des moyens. C'est ça. On a une personne aussi en interne, Andy, qui est chargée de, suite à un bilan notamment, à faire le point et vraiment aider le bénéficiaire dans la réalisation de son plan d'action. Et vraiment, c'est juste faire un petit point. Ok, c'est quoi maintenant l'objectif ? C'est quoi l'étape d'après ? Exactement, parce que suite à un bilan, des fois, on peut avoir un peu peur. Il y a un consultant qui nous a accompagnés, main dans la main. Et puis après, ça y est, c'est fini. Faut se débrouiller tout seul. Donc justement, Andy, il est là. Alors c'est Andy aujourd'hui, mais effectivement, on a sujet à développer aussi cet accompagnement. Andy, il est là effectivement pour faire un petit point de quelques minutes, mais pour se dire, ok, c'est quoi l'étape d'après ? On regarde ensemble ton plan d'action. Bon, c'est quoi ton objectif ? Faire une VAE, faire une formation, trouver du travail, te faire coacher. Il y a plein de choses en réalité. Et effectivement, Sensei est en mesure derrière de nous accompagner, quel que soit le projet. Ouais, j'ai fait cette parenthèse que je trouvais qu'il y a énormément de choses différentes et c'est pour s'y retrouver, même si nous, on a l'habitude de baigner dedans, mais je pense que quand tu n'as jamais fait de reconversion ou quoi que ce soit, tu t'es sûrement un peu perdu. Mais bon, le message, j'ai l'impression qu'il reste quand même le même, c'est le bilan, c'est toujours le meilleur moyen de commencer. En tout cas, c'est un bon début, effectivement, pour faire un vrai point et pas partir à l'aveugle. Encore une fois, si on part à l'aveugle, c'est le meilleur moyen de se tromper de route, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre image. Alors que le bilan, c'est le meilleur moyen d'ouvrir les yeux et de voir avec clairvoyance ce qui est fait pour nous. Effectivement, ensuite, les dispositifs de formation professionnelle, puisque c'était la question initiale, il y en a énormément. On n'a pas parlé de la VAE, mais qui est également un très bon moyen de ne pas retourner sur les bancs de l'école, qui d'ailleurs a beaucoup de similitudes avec la FEST que j'ai pu décrire, parce que la VAE, c'est tout simplement la validation de nos acquis par l'expérience. Et donc, on vient faire valider ces compétences qu'on maîtrise déjà. On n'a peut-être jamais suivi de formation, mais ça fait tellement longtemps qu'on fait ce métier-là, ou qu'on a fait pas mal de métiers à droite à gauche, qu'en fait on a toutes les compétences nécessaires pour valider un diplôme. Donc on va faire une VAE. Et ça aussi c'est un super dispositif qui appartient au monde de la formation professionnelle, parce qu'on vient valider un métier. Et ça aussi c'est un beau dispositif.
Yes. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas étalé dessus parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé Ouais. dans un autre podcast. Mais du coup, on va se recentrer à nouveau sur la formation professionnelle et parlons de cet exemple, donc de cette nouveauté qui arrive chez Sensei pour vraiment illustrer un petit peu comment ça se passe finalement. Donc, euh, je te propose qu'on se plonge un peu plus dans cette formation donc, qui est en quelque sorte l'art de vente pour les non-commerciaux. Donc, avec un prérequis que tu m'as dit où justement on ne doit pas être commercial pour se lancer. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu les cibles, quelles sont les personnes qui peuvent se lancer dans cette formation? En réalité, si je devais déjà commencer par définir une première typologie de personnes, c'est toutes les personnes qui ont envie de découvrir ce métier. Parce que c'est, encore une fois, bon, c'est pas pour faire la promo du métier de commercial, mais c'est un super métier. Parce que c'est un métier dans lequel on se transcende, dans lequel on vit des émotions qui sont palpitantes et qui sont indescriptibles. Il y a de l'adrénaline, il y a des choses super sympas à vivre à travers ce métier. C'est intense, hein, on passe par des montagnes russes émotionnelles, mais c'est un super job. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, mais ça va au-delà du métier, ça forge aussi vraiment le caractère et la personnalité. Donc c'est super intéressant, et pour toutes les personnes qui aimeraient découvrir ce métier, finalement, déjà, c'est une bonne porte d'entrée, si elles ne sont pas commerciales à la base. Ça ne pourra, quoi qu'il en soit, que leur apporter des compétences qui leur ouvriront des portes professionnelles dans leur entreprise, pour une évolution, ou, pourquoi pas, sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que euh, on a de plus en plus à faire sur le marché à un besoin de personnes qui ne soient pas que des simples vendeurs. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est important que je contextualise un petit peu aujourd'hui l'environnement de la vente. Il faut savoir que on vit à l'ère du numérique, du digital, de l'information. Et aujourd'hui, quand une personne vient dans un magasin ou appelle une entreprise pour un produit, en réalité, elle a déjà fait toute son enquête. Elle est déjà hyper informée. Elle est sur les sites internet, elle sait exactement quel produit elle veut. Elle a déjà regardé aussi et comparé bien souvent avec les autres produits. Donc en réalité, si elle a juste un vendeur en face, quelle est la plus-value ? Il n'y en a aucune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une valeur ajoutée dans les entretiens de vente. Et c'est pour ça que de plus en plus, que ce soit dans les entreprises ou dans les magasins, euh, on demande aux techniciens ou aux producteurs ou aux personnes qui à la base sont plutôt justement derrière les mains dans le cambouis, on leur demande de venir faire vivre un peu plus le produit parce que c'est gage d'authenticité, de qualité et c'est vraiment ça qui vient apporter la valeur ajoutée par rapport à cette multitude d'informations qu'a déjà le prospect. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les compétences de vente sont vraiment importantes dans les métiers périphériques, au métier du vendeur. Ça, déjà, ça introduit cette notion. Et c'est notamment l'introduction aussi de la formation que Sensei délivre. Euh, en- Ensuite, ouais. Ouais, est-ce que c'est pas donc dans cette logique-là, on voit beaucoup de personnes qui montent leur entreprise et Ouais. qui, alors on a beaucoup d'ingénieurs justement qui sortent d'écoles justement pas de commerce mais plutôt de Mm. technique, ils ont créé un produit et ils sont incapables de le vendre. Est-ce que c'est aussi pour ce type Ouais, de... c'est exactement ce que j'allais dire. Et je pense même que c'est une grosse partie des potentiels clients hein, qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette formation. C'est des personnes effectivement qui sont lancées à leur compte. Donc techniquement, on parle ici de quoi ? De chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on doit avoir toutes les casquettes. Toutes les casquettes d'une entreprise, c'est-à-dire on doit être dirigeant, on doit être commercial, on doit être comptable, on doit être technicien, on a toutes les casquettes. Mais souvent, il faut se l'avouer, quand quelqu'un se lance à son compte comme freelance, qu'est-ce qui l'anime ? C'est son savoir-faire. Et son savoir-faire, c'est pas de la vente en général, c'est la technique de ce qu'il va vendre. Lui, il a eu l'idée d'un produit, il sait le produire, Mm. et il se met à son compte. Pendant le Covid, on a eu tout un tas de personnes d'ailleurs qui se sont lancées à leur compte dans un domaine qui leur tient à cœur. On a eu beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs, ou des gens qui sont lancés dans des activités manuelles aussi pour les vendre. Mais justement, pour les vendre. C'est là le gros problème. C'est qu'on a plein de personnes qui se lancent à leur compte, mais ce pas des commerciales. Elles ne savent pas vendre. Et du coup, elles ont besoin d'acquérir ces compétences. Et cette formation, du coup, qui n'est pas adressée à des commerciaux, est totalement adressée à ce type de public. Ouais, donc en fait, tu as les profils plutôt techniques qui, eux, ont du mal finalement à pouvoir... ils connaissent la technicité de leur produit, mais ils n'arrivent pas
à l'expliquer et surtout à l'expliquer dans un prisme de vente. Ouais. Mais aussi effectivement tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise et autres qui ont aussi cet aspect de technicité, parce qu'un coach c'est pareil, il va être un coach je sais pas, en accompagnement de dirigeants, mais il va pas être bon sur vendre sa propre prestation. Donc en fait c'est vraiment se compléter, parce que finalement on a, comme tu le disais en introduction, au final des compétences de vente on en a besoin partout. Et en fait, y a deux choses importantes. Effectivement, qu'on soit, et je pense que ça y est, on a fait le tour un petit peu du public, qu'on soit quelqu'un de plutôt à la base technicien dans son entreprise, ou qu'on soit chef d'entreprise, freelance, indépendant, en réalité, il va se passer deux problèmes quand on ne maîtrise pas les compétences commerciales. C'est que déjà, pour aboutir à une vente, il faut respecter quelques étapes, un parcours, un cheminement. Et ce cheminement, c'est tout bête. Il n'est pas compliqué, mais si on ne le respecte pas, c'est 80-90% des ventes qui échouent. Donc ça déjà, c'est bête, mais il faut l'apprendre. Il faut comprendre par quelles étapes on doit passer pour qu'une vente arrive à terme. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, forcément, quand on est un technicien, on a tendance à nous connaître par cœur son métier et on a tendance à oublier que les autres ne comprennent pas ce qu'on dit. Exemple tout bête, mais quelqu'un qui va travailler dans le marketing digital, il va utiliser un vocabulaire, un jargon technique. Il va parler avec des mots un peu anglais, il va parler de lead gen, il va parler de SEO, de SEA, il va parler de plein de choses que son interlocuteur, peut-être une entreprise qui serait susceptible d'être intéressée par ce service, ne va pas du tout connaître et va rien y comprendre. Autre exemple, des gens qui sont lancés comme coach, comme formateur, ils vont avoir tendance peut-être à vouloir parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde de la formation. Ils vont utiliser beaucoup d'anacronymes, beaucoup d'initiales. Je parlais tout à l'heure de RNCP, de RS. Si je ne prends pas le temps d'expliquer, on n'y comprend rien. Et on peut vite se noyer, se perdre là-dedans. Confirme. Tu vois. Et du coup, c'est vrai que tout ce vocabulaire, tout ce jargon, quand on est un fin connaisseur de son métier, c'est très difficile à se mettre à la place des autres et à comprendre que en fait, eux, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc voilà, sur ces deux notions, la méthode et le jargon, rien que ça, c'est des difficultés qui peuvent empêcher finalement une personne de faire des ventes. Tu le vends bien en tout cas. J'essaye de simplifier. Si on revient sur notre sujet de la formation, on peut au global appliquer à cet exemple. Justement, donc tu nous as dit tout à l'heure que c'était un RS, donc une compétence spécifique d'un métier. Donc c'est juste une compétence. Comment ça se passe concrètement cette formation? C'est quoi les modalités très terre à terre? Tu viens dans une salle de classe et comment ça marche? Non, nous on a pris le parti, et encore une fois c'est vraiment le fruit de nos années d'expérience dans l'accompagnement individuel. On sait aujourd'hui justement ce qui marche en termes d'engagement, de motivation. On sait que ça peut vite être, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu barbant, surtout qu'on est dans la vie active, de s'asseoir derrière les bancs de l'école ou autre. Donc on essaie de faire en sorte que nos formations soient les plus courtes possibles, tout en, bien entendu, enseignant les compétences. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop courtes, mais il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Donc il y a un juste équilibre qui est bien calculé, qui est calculé de manière vraiment très précise, un déroulé pédagogique qui est millimétré pour enseigner vraiment les compétences précises. Et tout ça, ça va être de manière e-learning. Donc nous, par exemple, notre formation là, sur la vente fait 13 heures de e-learning, donc un enseignement condensé et général. Et ensuite, systématiquement, et ça c'est obligatoire, on y ajoute une partie accompagnement individuel par un formateur dédié. Et ce formateur, il va prendre du temps en visioconférence, on ne va pas faire déplacer les gens. Comme ça, on s'adapte vraiment aux horaires. Ça peut être chez toi, après ta journée de travail, quand tu veux, entre midi et 2, etc. Petite visioconférence. Et là, le formateur, ce qu'il va faire, c'est que donc nous, sur cette formule, on a 3 heures d'accompagnement. 3 heures qu'on peut diviser, par exemple, en 6 entretiens. Ça, c'est en fonction de l'organisation de chacun. Et ces 6 entretiens, ils vont venir jalonner la progression du e-learning. Et du coup, on va venir, en fonction des compétences qu'on va commencer à acquérir de manière générale, le formateur, lui, va venir creuser, va venir individualiser et rapporter ces compétences générales qui ont été acquises, les apporter au projet spécifique de l'élève qui suit la formation. Comme ça, on a une individualisation de la formation. Et ok, c'est bien d'apprendre des grands principes élémentaires de la vente, c'est bien de comprendre, savoir identifier les profils comportementaux, mais c'est bien de l'appliquer
à sa cible et à ses personas. Donc là, ça, c'est le travail du formateur dédié qui, lui, vraiment va faire un travail d'individualisation de la formation en fonction du projet. Ok, super intéressant. Et parce que, en fait, ce constat, donc tu nous dis que c'est effectivement issu de pas mal d'années d'études, finalement, d'expérience. Parce que le 100% e-learning, par exemple, ça serait quelque chose qui serait impossible. 100% e-learning, ça peut fonctionner. Par contre, il faut avoir des bibliothèques de contenu vraiment très variées et très intelligentes qui permettraient, par exemple, alors je ne dis pas que c'est impossible, hein, avec l'IA, dans quelques années, ce sera peut-être possible, mais qui permettrait vraiment, en fonction du besoin et de la compréhension de l'élève, de proposer le module suivant vraiment quelque chose d'adapté, etc., d'interactif. Parce qu'une formation de qualité, c'est une formation qui s'adapte aux besoins. Ouais, donc c'est Et l'ultra-personnalisation qui est voilà. amenée par le formateur. Et à l'heure actuelle, cette personnalisation sur un e-learning qui est le même standard pour tout le monde, forcément, ça ne s'adapte pas. C'est généraliste. Donc c'est pour ça que nous, on couple systématiquement du e-learning. Et attention, le e-learning a ses avantages. C'est quelque chose qu'on peut suivre quand on veut, à distance, au rythme qu'on le souhaite. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Mais ça ne peut être que sur des compétences généralistes, puisque l'individualisation doit forcément se faire par un être humain. Et ça, c'est quand même aussi un gage de qualité d'avoir un vrai être humain en face de soi, ou en tout cas par visio, mais d'avoir quelqu'un vraiment qui puisse nous transmettre cette compétence. C'est important. En tout cas, si tu veux mon avis, je donne. Je pense, même avec les fonctionnalités d'IA et tout ce qui arrive, l'humain, surtout dans une logique d'apprentissage, il n'y a rien de plus fort. On verra plus tard, dans 10 ans. Je ne peux pas dire que ça ne sera jamais... que l'IA elle sera sûrement meilleure que l'humain, mais le lien... je pense une sorte de responsabilisation quand on a quelqu'un qui s'engage, qui prend du temps pour nous, même s'il est payé pour le faire. Le mec est quand même là pour nous et pour nous personnaliser. Donc je pense que ça met aussi une sorte de... J'ai un engagement avec lui, donc je vais peut-être être plus engagé dans la formation. Et en plus d'avoir cette personnalisation, ça va me rendre peut-être plus s'impliquer. Non, et puis tu vois, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans la formation. Il y a toute une part de la vente qui se fait à travers le langage non verbal, à travers l'effet de halo, des choses qui se transmettent même sur la première impression en quelques secondes. Et ça c'est un feeling d'humain à humain. C'est pas quelque chose, et pourtant, et ça a une importance capitale dans la prise de décision finale, dans la conviction. Donc même si on est sur des métiers différents, l'enseignement et la vente, mais l'enseignement c'est quoi? C'est arriver aussi à transmettre, à apprendre quelque chose. Et quelque part, dans l'apprentissage, on convainc aussi notre interlocuteur de ce qu'on lui apprend. Et du coup, forcément, l'impact humain est vraiment important. À travers aussi l'enseignement. En tout cas, c'est ma conviction. Même si, encore une fois, je pense qu'on peut faire des choses grandioses avec l'IA, avec le dématérialisé. Mais c'est toujours bien de garder une petite part d'humain. Vous avez vu, je pense. Tu as bien vu de notre côté, nous, c'est pas une proportion énorme. On est sur 3 heures d'accompagnement individuel, ça suffit. Mais c'est important que ce soit là. Ouais, puis je pense que plutôt l'IA, elle va s'illustrer sur les 13 heures de e-learning que tu montres, où je sais que chez Sensei, il y a beaucoup d'initiatives justement par rapport à l'IA et justement d'améliorer, d'avoir la meilleure expérience e-learning. Mais je suis quasiment persuadé que même dans 10 ans, on aura quand même un accompagnement humain parce que c'est hyper important. Et oui. Super, merci, c'est super clair. J'ai un dernier point pour toi sur la formation. C'est qu'une fois qu'on a suivi, donc je continue mon parcours, hein, j'ai fait mon bilan de compétences, j'ai vu que pour évoluer dans ma carrière, j'avais besoin d'acquérir ces compétences de vente que je n'avais pas, donc j'ai suivi cette formation. Reste toujours la question de et après donc j'ai été suivi tout au long de ma formation. What's next? Alors, il y a déjà quelque chose qui se passe à la fin, c'est que on va passer devant un jury. Ah, on va pas parler de ça. Et oui, pourquoi? Parce que on l'a dit, notre formation, elle est certifiante. Donc ça a de la valeur. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, pour valider qu'on ait bien acquis la compétence, et surtout pour valider qu'on ait bien acquis la compétence validée par l'État, on va passer devant un jury qui lui aussi respecte des conditions qui ont été validées également par l'État. Donc on est très précautionneux là-dessus. Et donc on passe devant un jury de certification, donc composé de 2 jurés, qui vont, à travers un jeu de rôle et à travers une petite grille d'évaluation, voir si effectivement les compétences, on les a bien acquis. Et une fois qu'on a passé ce jury, on a notre certificat, on a notre petite note. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire valoir sur notre CV, sur les réseaux sociaux, en tout cas quand on veut se vendre dans un poste ou dans un entretien professionnel d'évolution aussi. Parce que beaucoup auront envie peut-être de passer de technicien à technico-commercial, par exemple. Ça se fait beaucoup. Mais également, comme je l'ai dit, sur des entretiens d'embauche, sur
de la recherche de travail aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser. Donc en fait, oui, si je suis logique avec ce que j'ai dit, en fait, même le plan, j'avais déjà défini avant dans mon bilan de compétences, en fait. Donc j'avais déjà le et après. Et en plus, là, cette formation, donc, je vais pouvoir l'ajouter sur mon CV ou le valoriser en tout cas dans mon entreprise. On ne se balade pas toujours avec son CV. Pour la suite de mon plan d'action, qui est peut-être justement une évolution vers le poste que tu as dit, ou vers, peu importe l'objectif professionnel que je me suis... C'est ça. En tout cas, j'ai un vrai tampon. Ouais. Parce que je passe devant un jury du coup de pros qui viennent certifier en gros que j'ai acquis ces compétences, c'est ça? Ah oui. Et ça, rien que ça, c'est une belle preuve de la compétence. Quelque chose vraiment à faire valoir, hein, qu'on a réussi à se vendre devant un jury qui nous a, qui atteste qu'on a bien ces compétences-là. C'est une belle preuve de la compétence devant un employeur. Sachant qu'aujourd'hui, sur les métiers de commercial, la majorité des recrutements se font sans diplôme. Ouais. Puisque ce qui est attendu, alors attention, je ne parle pas de n'importe quel métier de commercial, hein. Il y a des métiers d'ingénieur commercial très poussés sur lesquels on va attendre beaucoup de compétences très techniques. Mais il y a des recrutements sur des métiers de technico-commercial junior, donc peut-être dans un domaine d'activité qui est déjà familier, hein, ou d'autres, sur lesquels on va vraiment attendre plutôt des compétences relationnelles. Et donc si derrière on arrive en plus avec un petit certificat, franchement c'est super intéressant, ça peut faire la différence. En tout cas, toi ça fera mouche lors du recrutement si j'ai bien compris. Ouais, par exemple. Bon, super exemple. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la formation et sur ce sujet? Je trouve qu'on l'a bien balayé aujourd'hui. Non, j'ai rien à rajouter, hormis que j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, puisque c'est moi-même qui ai fait la partie, en tout cas e-learning. Je ne serai pas le formateur dédié, mais c'est moi qui me suis occupé de la partie e-learning. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que je trouve que ces compétences-là, elles me définissent aussi quelque part. Parce que moi, je viens plutôt du technique à la base. Et de fil en aiguille, en évoluant, en montant en compétences, j'ai été appelé à la vente. Et j'ai appris aussi ce processus de vente. Et voilà, je me reconnais pas mal dans cette formation. Et voilà, personnellement, je prends beaucoup d'épanouissement dans ce que je fais. Donc j'espère que toutes les personnes qui découvriront ce métier, découvriront cette formation, pourront prendre autant de plaisir que moi. Bon, super. Écoute, moi j'ai très envie de la faire. En tout cas, je pense que je vais jeter un petit coup d'œil. N'hésite pas. Merci beaucoup, Davy. Et puis, je te dis à bientôt parce que je suis sûr que on se retrouvera encore sur un nouveau podcast. C'est toujours un plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.